Troisième et dernière partie, la question de l'efficacité de l'action des pouvoirs publics. Première contrainte, et pas la moindre, c'est la question idéologique. S'il est entendu que l'égalité des chances et l'égalité des droits sont à assurer, l'égalité des situations donne lieu à un débat sans fin. Dans quelle mesure et dans quelle proportion, jusqu'à où on veut réduire les inégalités de situation. Dans les pays les plus libéraux, vous avez une grande partie de la population qui est clairement opposée à l'intervention de l'État pour réduire les inégalités de situation. Cette population va juger l'intervention de l'État illégitime. Pour eux, seul compte l'égalité des droits et l'égalité des chances. Ensuite, le marché doit pouvoir fonctionner librement. On a ensuite une deuxième contrainte qui est une contrainte beaucoup plus terre à terre, une contrainte financière, c'est-à-dire que la lutte contre les inégalités, la protection sociale par exemple, coûte extrêmement cher. La réduction des inégalités de revenus coûte très cher. La retraite, l'assurance maladie sont des postes extrêmement coûteux. Pour rappel, l'ensemble des prélèvements obligatoires en France, c'est légèrement plus que la moitié du PIB annuel. C'est plus de 1000 milliards d'euros. Cette dépense publique, elle a des postes très importants, je l'ai dit, il y a la retraite, il y a l'assurance maladie, donc la sécurité sociale, et on se rend compte, quand on regarde un petit peu dans le détail, que finalement, les principaux postes n'ont pas l'efficacité à laquelle on pourrait s'attendre. Notamment pour la lutte contre la pauvreté. On est toujours en France avec un taux de pauvreté d'environ 14%. 14%, ça veut dire que vous avez plus de 9 millions de personnes, 9 millions de Français, qui vivent avec moins de 60% du revenu médian. Pour rappel, c'est l'équivalent de 1000 euros. Donc, voilà, dans quelle mesure les sommes investies sont efficaces ? La question reste ouverte et évidemment que ça va pénaliser la justification des pouvoirs publics à prélever autant d'argent si leur efficacité est remise en question. On parle du taux de pauvreté, on pourrait parler toujours des différences d'espérance de vie entre les catégories sociales, on pourrait parler des difficultés de logement. Bref, on se rend compte que l'effort demandé n'est malheureusement pas à la hauteur des résultats espérés. Un dernier exemple, le système éducatif français est malheureusement notoirement connu pour l'ensemble du coût, qui est très important. L'État dépense énormément dans le système éducatif, et malheureusement, le système éducatif français reste un des plus inégalitaires au monde. C'est-à-dire que la réussite scolaire reste très déterminée par le milieu social d'origine, alors même que les études sont théoriquement quasiment gratuites. Donc un gros problème d'efficacité là encore. Les dépenses financières sont très coûteuses et pèsent évidemment sur l'endettement public. C'est-à-dire que chaque année, vous avez un déficit public qui est en partie causé par les dépenses publiques et ce déficit public va creuser la dette publique. Donc on va se demander, est-ce que finalement un État, la France en l'occurrence, est capable de poursuivre son endettement pour des résultats limités, sachant que si cet endettement commence à augmenter trop fortement, c'est la capacité globale de l'État sur sa solvabilité qui peut être mise en péril et finalement il serait obligé de réduire ses dépenses. La lutte contre les discriminations est extrêmement difficile. Pour rappel, les discriminations, c'est une différence de traitement qui est faite sur des critères hors la loi. Je vous donne un exemple tout simple. Vous faites une différence de traitement entre un homme et une femme en fonction de l'âge, en fonction de l'origine ou en fonction de la religion. C'est interdit, c'est discriminatoire. Encore faut-il arriver à le prouver. Un exemple qui a déjà été vu en classe, c'est les différences de salaire homme-femme. On se rend compte en creusant dans le détail que finalement, ce qu'on croyait être une inégalité à la base, il y a beaucoup de différences qui s'expliquent et finalement la partie discriminatoire homme-femme, elle est relativement limitée. Elle sera très difficile à prouver. Et là, l'État aussi est malheureusement contraint à avoir des acteurs en face qui préfèrent payer des amendes plutôt que réduire les inégalités. Je pense notamment au parc HLM dans les villes ou alors aux
proportion d'employés handicapés dans les entreprises. Un autre effet pervers qui est souvent mentionné, c'est ce qu'on appelle les trappes à chômage et les trappes à pauvreté. Qu'est-ce que c'est qu'une trappe à chômage? C'est-à-dire qu'on considère qu'un individu qui est rationnel économiquement va faire toujours un calcul coût-avantage et que si ses allocations chômage sont entre guillemets trop élevées, il fera un choix de rester au chômage plutôt que chercher un emploi. Surtout si cet emploi s'avère précaire, finalement il ne sera pas incité à quitter sa situation de chômeur. Et donc du coup, malheureusement souvent, dans le même ordre de raisonnement, il ne sera pas incité à quitter sa situation de pauvreté parce qu'il va être désincité par les allocations reçues. Effet pervers des politiques publiques. Enfin, il y a un dernier effet qui n'est pas négligeable, c'est l'effet des élections. C'est-à-dire qu'on constate avant les élections que les dépenses publiques ont tendance à augmenter dans le but de s'attirer davantage de votes favorables. Et évidemment que cette tendance à augmenter les dépenses, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, va creuser encore un petit peu plus la dette. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance à augmenter les dépenses publiques avant les élections, elle se retrouve dans la plupart des pays et quel que soit le parti politique en place. On pourrait conclure cette partie par un texte de Pierre Rosanvallon qui parle de la crise de l'État-providence et qui parle d'une crise à 3 niveaux. Une crise de financement vis-à-vis de la dette publique, une crise d'efficacité et enfin une crise de légitimité parce qu'on se rend compte que finalement la réduction des inégalités ne fait pas tant consensus que ça dans la population et il y a sans cesse un seuil qui va varier. On le voit avec les actualités de l'an passé avec les Gilets jaunes ou cette année avec la réforme des retraites ou alors sans doute l'aide qui va arriver pour les personnels dans les hôpitaux. Finalement, l'État doit souvent arbitrer, et arbitrer, c'est le risque de générer des mécontentements qui peuvent se transformer dans le temps en frustration et en colère sociale. Donc l'enjeu, il est énorme, au final, c'est la cohésion sociale. Ne pas réduire les inégalités, c'est s'assurer de l'explosion de la cohésion sociale, et ça n'est l'intérêt d'aucun État, mais l'efficacité se pose à tout moment, et derrière l'efficacité se pose la question de la légitimité pour que la population adhère à ces politiques de justice sociale.